Vous écoutez On lit pour vous. Grandir comme enfant de la loi 101 à Montréal. Un texte de Toula Drimonis paru le 10 juillet 2026 dans Urbania. Comment un bouleversement légal a créé des générations aux appartenances multiples? Quand Stéphanie Valenzuela a été élue mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce lors des élections municipales de 2025 à Montréal, elle est devenue la première Montréalaise d'origine philippine à occuper un tel poste dans la plus grande ville francophone d'Amérique du Nord. Pour Valenzuela, qui a grandi en parlant l'anglais et le tagalog, il s'agissait d'un accomplissement hautement symbolique. Un aboutissement qu'elle attribue en grande partie à la loi 101, la Charte de la langue française du Québec, qui impose aux enfants issus de l'immigration de fréquenter l'école française. Je suis reconnaissante envers la loi 101, affirme Valenzuela. Parce qu'à l'époque, si mes parents avaient eu le choix, par simplicité et par crainte de ne pas pouvoir nous aider avec les devoirs, ils nous auraient probablement inscrits dans une école anglophone. Valenzuela a donc fréquenté l'école française avant d'être diplômée du Collège Vanier et de l'Université McGill. Aujourd'hui, cette fonctionnaire multilingue attribue à la loi 101 le fait de pouvoir communiquer efficacement en français, ce qui, selon elle, a grandement élargi ses perspectives professionnelles. Échanger avec ses concitoyens. À titre de directeur de cabinet de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, Glenn Castanheira passe ses journées à l'écoute des préoccupations des citoyens. À l'hôtel de ville, son 9 à 5 se déroule majoritairement en français. Une fois à la maison, c'est plutôt en anglais que Castanheira échange avec sa conjointe, une cardiologue qui travaille dans un hôpital francophone. Avec leurs 2 enfants, les parents multilingues discutent en français ou en portugais. Ayant grandi dans le restaurant de ses parents, le Cocorico, Castanheira a grandi en parlant exclusivement portugais avec eux ainsi que ses grands-parents. « Je n'étais pas destinée au métier que je pratique aujourd'hui », déclare-t-il. « J'ai grandi derrière le comptoir d'un restaurant et croyais que j'y passerais le reste de ma vie. Il n'y a rien de mal à ça, mais je ne peux assez souligner à quel point le fait de pouvoir m'exprimer en français et en anglais, ainsi qu'en espagnol et en portugais, m'a ouvert des portes. » Être en mesure d'échanger avec ses concitoyens dans leur propre langue s'est avéré, croit-il, un atout majeur. C'est un avantage non négligeable, concède-t-il. Quand les gens savent qu'ils peuvent vous parler dans leur langue et qu'ils sentent que vous les comprenez, ça fait tomber des hésitations quand il est question de gagner leur confiance. Génération trilingue. Valenzuela et Castanheira sont représentatifs de plusieurs générations de Québécois allophones, entièrement ou partiellement scolarisés en français, depuis l'adoption de la loi 101 en 1977. Cette loi a fait du français la langue par défaut des affaires, de la communication et de la culture au Québec. Une décision législative qui a transformé à jamais le visage de la province et, par le fait même, les identités linguistiques et culturelles des non-francophones de la province. De l'auteur Kim Thuy à l'humoriste Sugar Sammy, en passant par la mairesse actuelle de Montréal, des générations d'immigrants et d'allophones ont entamé leur vie au Québec en parlant l'hindi, le grec, le vietnamien ou l'espagnol pour éventuellement adopter le français comme principale langue d'usage et de travail. Même s'ils parlent toujours leur langue maternelle à la maison, ou l'anglais avec leur entourage, le français est la langue dans laquelle ils travaillent et vivent. Grâce à eux, Montréal affiche l'un des plus hauts taux de trilinguisme au Canada. Une période de bouleversement. Difficile d'imaginer une autre ville où des politiques ont eu un impact aussi important sur le parcours des individus, façonnant ce que la documentariste Anita Aloiso appelle des caméléons, c'est-à-dire des adultes d'une grande adaptabilité, ouverts à la pluralité culturelle et linguistique. En tant que cinéaste, une grande partie de recherche menée par Aloiso s'articule sur la difficulté à se forger une identité dans un lieu où les politiques linguistiques occupent une place prépondérante.
Son documentaire de 2007, Les enfants de la loi 101, explore cette politique linguistique et son impact sur les immigrants de deuxième génération dont elle-même fait partie. La façon dont la loi 101 m'a influencée est une question fondamentale qui a alimenté mon travail tout au long de ma vie, explique-t-elle. La mise en place de politiques visant à protéger la langue française ne s'est toutefois pas faite sans période de tension. À la maison, Aloïso parlait italien et a commencé l'école quelques mois à peine après l'adoption de la loi 101. Les établissements scolaires n'étaient pas prêts à ce changement et à l'arrivée massive de nouveaux étudiants, ce remets mortel. Il y avait beaucoup de confusion et de bouleversement. Bien qu'elle reconnaisse que l'apprentissage du français lui a été bénéfique, elle estime que cela s'est fait au prix de certains sacrifices. Pendant ses 6 années d'école primaire, Aloïso a été forcée de changer d'école 4 fois en raison d'un manque de place. Ma génération a été parachutée dans un système qui n'était pas prêt à nous accueillir. Il y avait encore tant de choses à mettre en place, déplore-t-elle. Si le français est prospère au Québec aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à nos sacrifices. Vous écoutez « Grandir comme enfant de la loi 101 à Montréal », un texte de Toula Derimonis paru le 10 juillet 2026 dans Urbania. Contrainte ou bénédiction? FIA Mihalikis reconnaît qu'un certain niveau de contrainte est inévitablement requis lors de l'adoption et de l'application d'une loi visant à encadrer une population. L'auteur et professeur agrégé d'études francophones et de langue à l'université Brandon au Manitoba a grandi à Montréal en parlant le grec à la maison, mais a reçu une éducation trilingue. Selon elle, la loi 101 est une double contrainte. C'était une obligation nécessaire, mais elle ne s'est pas faite sans rancœur ni sentiment d'exclusion. En même temps, elle a quelque chose de fascinant puisqu'elle permet de se définir par plus d'une facette. Ce n'est qu'en quittant le Québec que Mihalikis a réalisé l'importance qu'avait joué la loi 101 à forger son sentiment d'appartenance à une communauté francophone. Après avoir passé près d'une décennie à l'extérieur de la province, je constate à quel point j'étais différente. 50 ans après que la loi 101 ait modifié le paysage linguistique québécois, la langue demeure un sujet controversé, alors que les anglophones et les allophones sont souvent perçus comme des menaces, malgré leur maîtrise du français. On met beaucoup de poids sur les épaules des nouveaux arrivants pour qu'ils contribuent à l'avancée et à la pérennité de la langue française, affirme Aloïso. Franchement, ce n'est pas à eux seuls d'en assumer la responsabilité. Entre deux identitaires. Distillée dans un brouhaha politique constant, la maîtrise du français des enfants de la loi 101 est pourtant une preuve indéniable que les lois linguistiques du Québec ont réussi à freiner l'érosion de la langue. Pourtant, cette pluralité culturelle et linguistique acquise par les enfants de la loi 101, tout en devant composer avec le choc de différentes attentes sociétales, culturelles et linguistiques, peut s'avérer une arme à double tranchant. C'est particulièrement vrai lorsque les communautés auxquelles ils appartiennent ne sont pas toujours prêtes à accueillir ces mutations. Je me sentais prise entre deux feux, confie Anita Aloïso. Au cours de ma vie, une des principales difficultés à laquelle j'ai dû faire face a été de comprendre qu'une fois que la langue s'immisce en toi, ça change ton identité et fait de toi un inconnu au sein de ta propre communauté. Par contre, ça ne fait pas de toi non plus un membre à part entière de cette autre communauté linguistique. Alors, tu te retrouves coincé dans une sorte d'entre-deux, explique Mihalikis. La loi 101 a généré des générations uniques et magnifiques de gens multilingues qui s'identifient comme étant québécois et parlent le français, mais sont souvent en conflit avec les conceptions souvent archaïques des Québécois, de quoi ils ont l'air et comment ils s'expriment, ajoute Aloïso. Au fil de ses voyages, elle a constaté que les gens sont fascinés par son identité plurielle et la facilité avec laquelle elle passe d'une langue à l'autre. En tant qu'enfant de la loi 101, elle s'estime souvent flouée par ce Québec qu'elle adore et auquel elle s'identifie, mais qui refuse de lui rendre l'appareil. On vit avec des rappels constants des limites de notre appartenance. Je suis née ici,
J'ai été élevé ici, mais on me fait encore des commentaires sur mon accent. Malgré les critiques affirmant que la loi 96, la récente refonte de la Charte de la langue française, va beaucoup trop loin, peu de Québécois seraient prêts à nier que l'apprentissage du français est indissociable d'une intégration réussie. Célébrer au lieu de débattre. Les enfants de la loi 101 sont aujourd'hui un moteur pour Montréal, affirme Stéphanie Valenzuela, qui considère le français comme une composante de son identité. Il contribue à notre secteur économique, à notre système de santé, s'implique en politique et dans plusieurs autres secteurs. C'est en raison de ces réussites que Glenn Castanera compte envoyer ses enfants à l'école française, même s'ils sont admissibles à l'enseignement en anglais. Si plus tard ils souhaitent fréquenter un cégep ou une université anglophone, ce sera leur choix. Mais pour l'instant, il n'y a pas une once de doute qu'ils feront d'abord l'école en français, parce qu'on sait qu'il s'agira pour eux d'un immense avantage, peu importe où ils choisissent de s'établir plus tard. Pour Miel-Akis, la compréhension du français va bien au-delà d'une simple contribution à l'économie ou des données statistiques souvent instrumentalisées par les politiciens. La loi 101 m'a permis de mener une vie complexe et épanouie en tant que francophone, affirme-t-elle. Devenir une auteure capable de s'exprimer artistiquement en français a ancré en moi un sentiment de liberté que je ne ressentais pas auparavant. Il y a là quelque chose de souverain. Ça permet de s'affranchir de certaines attentes. Un accès élargi à l'information constitue un autre apport important du multilinguisme. Chaque jour, je peux lire The Economist et Le Figaro. Le matin, j'écoute tout un matin sur les ondes d'ici première, puis je passe à CJAD où je lis de Gazette. Je lis aussi les nouvelles du Portugal et du Brésil. Je consomme de l'information et du divertissement dans toutes les langues que je parle. En tant que génération charnière qui ont établi des ponts entre les mondes linguistiques et redéfinissent activement le Québec d'aujourd'hui, les enfants de la loi 101 souhaitent que la pluralité culturelle issue de cette législation soit pleinement reconnue et valorisée. Notre bilinguisme et trilinguisme sont des forces, dit Valenzuela, catégoriques. C'est une fierté. Il y a quelque chose d'à la fois unique et magnifique dans le fait d'appartenir à plusieurs cultures, tout en accordant une place prédominante au français, conclut Anita Aloïso. J'ai l'impression qu'on ne le souligne pas assez. C'était « Grandir comme un enfant de la loi 101 à Montréal », un texte de Toula Drimonis, paru le 10 juillet 2026 dans Urbania. Éphéméride, un regard à travers l'histoire. C'est arrivé un 23 août. En 1305, exécution de William Wallace. Le chef de la résistance écossaise, William Wallace, est exécuté à Londres pour trahison envers la couronne anglaise. Capturé quelques semaines plus tôt, il est jugé sommairement puis pendu, éviscéré et décapité selon le rituel réservé aux traîtres. Sa mort en fait rapidement une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance de l'Écosse. Son sacrifice inspirera les générations suivantes jusqu'à l'indépendance écossaise, obtenue quelques années plus tard sous Robert Bruce. C'était Éphéméride, un regard à travers l'histoire. C'est arrivé un 23 août. Dans la tête de Trump, le président américain s'identifie à l'héroïne du film Sunset Boulevard de Richard Martineau, paru le 11 août 2026 dans le Journal de Montréal. Les films préférés des grandes figures de l'histoire nous en disent long sur leur personnalité. Par exemple, savez-vous quels étaient les films préférés de Staline? Ceux qu'il prenait plaisir à regarder pendant que ses sbires torturaient ses opposants. Les films de Tarzan, Le roi de la jungle.
Le film préféré d'Hitler? King Kong, le gorille géant qui terrorisait le monde. Et le film préféré de Mao? La fureur de vaincre, avec Bruce Lee. Pas de farce. Le plus grand tueur en série de l'histoire, 60 millions de morts selon les historiens, aurait fondu en larmes la première fois qu'il a vu ce film de kung-fu. « Bruce Lee est un héros », se serait-il exclamé. Je viens de terminer un livre passionnant sur le tournage de Sunset Boulevard, le chef-d'œuvre de Billy Wilder avec Gloria Swanson. C'est, paraît-il, le film préféré de Trump. Non seulement le regarde-t-il régulièrement, mais il le montre à ses collaborateurs. Pour ceux qui n'ont pas vu ce long-métrage sorti en 1950, il raconte la descente aux enfers d'une actrice qui a été une grande star du cinéma muet. Recluse, vivant en ermite dans une grande maison vide, cette actrice vieillissante qui vit dans la gloire de ses succès passés est amoureuse d'un scénariste raté. Lorsque cet homme de 30 ans, son cadet, refuse ses avances, elle le tue. Dans la scène finale, lorsque la police va l'arrêter et qu'un photographe judiciaire la prend en photo, cette diva extravagante, qui a coupé tous les ponts avec la réalité, croit qu'elle tourne une superproduction hollywoodienne. « Je suis prête pour mon gros plan », dit-elle avec grandiloquence en descendant un grand escalier sous le regard estomaqué des policiers. Un monde imaginaire. Selon des proches de Trump, le président des États-Unis s'identifie totalement à l'héroïne du film. M. Trump a projeté le film à son équipe au Camp David, a écrit l'ex-attaché de presse Stephanie Grisham. Il était tout excité. J'étais estomaqué par les similarités entre l'héroïne du film et le président. Comme M. Trump, cette femme qui vit dans un monde imaginaire est convaincue que tout le monde l'aime et l'idolâtre. Elle n'a aucune idée de ce que les gens pensent réellement d'elle. De dire un journaliste de Bloomberg, au début des années 2000, Trump a montré Sunset Boulevard à son équipe lors d'un vol sur son jet privé. Il s'identifiait totalement à cette femme qui rêvait d'effectuer un retour. Je suis sûr que lors de la campagne de 2024, il se sentait comme elle. Je vais leur montrer, je vais revenir sous le feu des projecteurs. Ils n'ont encore rien vu. Dans une scène du film, un homme reconnaît l'ancienne actrice. « Vous étiez une vedette, vous étiez grande à l'époque. »« Je suis encore grande, » répond-elle. « Ce sont les films qui sont devenus petits. » C'est 100% Trump. Le problème n'est pas son ego surdimensionné. C'est le monde qui manque de grandeur. C'était « Dans la tête de Trump, le président américain s'identifie à l'héroïne du film Sunset Boulevard » de Richard Martineau, paru le 11 août 2026 dans le Journal de Montréal. Cahier de la bonne chanson, des airs d'hier qui résonnent encore aujourd'hui. Un texte de Geneviève Tessier et Marthe Léger, paru le 18 décembre 2025 dans BANQ. L'année 2025 marque le 100e anniversaire du décès du célèbre ambassadeur de la bonne chanson en France, Théodore Botrel. Au Québec, l'abbé Charles-Émile Gadebois s'en inspire pour créer les Cahiers de la bonne chanson. Jetons un coup d'œil à la genèse de ces cahiers, dont plusieurs mélodies accrocheuses sont encore fredonnées aujourd'hui. 2 tournées au Canada pour le barde breton. Théodore Botrel, 1868-1925, auteur, compositeur, interprète et figure emblématique de la Bretagne au début du XXe siècle, effectue 2 tournées au Québec en 1903 et en 1922. Aux Canadiens français, il dédie ses chansons « Salut au Canada » et « Adieu au Canada ». Terre du Canada, pays mystérieux, dont nous parlaient, au coin de l'âtre, nos aïeux. Terre du Canada, si lointaine et si grande, que, tout à coup, je vois apparaître à mes yeux comme une terre de légende. Chantez-les tous, jeunes et vieux, la chanson est de tous les âges. Elle rend fous les soucieux et rend les fous
un peu plus sage. Après le succès retentissant de sa tournée de 1903, il repart vers sa terre natale avec une somme importante issue de la vente des billets. Botrel a d'ores et déjà une idée précise de ce qu'il veut faire avec cet argent, ériger une statue de l'explorateur Jacques Cartier à Saint-Malo. Une autre source de financement pour ce projet est la création d'une série de 12 cartes postales intitulées « Botrel au Canada ». Celles-ci représentent quelques clichés et mises en scène de l'Amérique du Nord vus à travers la lentille d'un voyageur français. Des publications de Botrel contribuent à le faire connaître chez nous. L'anthologie des chansons de Botrel, publiée par la librairie Beauchemin à Montréal en 1904, a fait l'objet de nombreuses éditions. Botrel assume également pendant plusieurs années la direction artistique de la revue La Bonne Chanson, revue du foyer littéraire et musical. Les valeurs véhiculées dans ces chansons ont tout pour séduire l'élite religieuse et politique de l'époque. L'attachement au terroir et au régionalisme, la morale chrétienne, le patriotisme et une transmission de la mémoire collective. Apôtre de la bonne chanson, Botrel reçoit naturellement l'appui de l'élite religieuse canadienne-française qui se sent de plus en plus menacée par la laïcisation et la modernisation anglo-saxonne. L'abbé Lionel Groulx ne manque d'ailleurs pas de lui rendre visite au cours d'un séjour en France. La bonne chanson de Charles-Émile Gadebois. En 1937, plusieurs années après le décès de Botrel, l'abbé Charles-Émile Gadebois, fortement inspiré par le legs culturel du breton, fonde l'œuvre de la bonne chanson. Au début, les partitions des chansons se présentent en feuilles détachées. Elles sont ensuite regroupées, entre 1939 et 1951, dans 10 albums. Ces recueils puisent, entre autres, dans le répertoire de Théodore Botrel, dont l'abbé Gadebois a acquis les droits d'auteur. Les thèmes récurrents portent sur la famille, la mère, la patrie et la nature. Ce répertoire est enrichi de chants folkloriques et religieux. La série des 10 albums de la bonne chanson a été largement diffusée au cours des années 1940 dans plusieurs foyers francophones du Québec, de l'Ontario, des provinces maritimes et de l'Ouest canadien, en Nouvelle-Angleterre et en Louisiane. Ces publications ont alors contribué à propager les valeurs chrétiennes, mais aussi à préserver un répertoire de chansons traditionnelles en français. Pour ajouter à la présence familière des chansons au cœur des foyers canadiens-français, une émission de radio y consacre son temps d'antenne de 1939 à 1952. Le quart d'heure de la bonne chanson, dont BANQ conserve des enregistrements sonores, est diffusé sur les ondes de CKAC et CBF, Radio-Canada. En 1939, l'abbé Gadebois et RCA Victor lancent également les premiers d'une 50aine de disques consacrés à la bonne chanson. Un héritage intemporel. Vieillotte, ringarde, surannée, les chansonnettes de la bonne chanson ? Pas tout à fait. Plusieurs titres demeurent connus de nos jours et tournent toujours, profitant d'arrangements contemporains. Les 3 exemples qui suivent témoignent de l'ingéniosité sans cesse renouvelée des musiciens d'ici, inspirés par ce patrimoine musical québécois et, plus largement, francophone canadien. La chanson « V'là le bon vent » est magnifiquement réinterprétée en 2022 par Viviane Audet et Adèle Trottier-Rivard dans le but d'être intégrée à la musique du film Arsenault et Fils de Raphaël Ouellet. Le refrain de la chanson folklorique canadienne « Envoyons de l'avant nos gens » est entonné par Carl Tremblay du groupe Les Cowboys Fringants à la fin de la chanson « En attendant le réel de nos gens », un poignant appel à l'engagement face à un contexte politique et social sclérosé. Enfin, un air doux et réconfortant tout droit sorti de l'enfance, interprété par Carmen Campagne et Daniel Lavoie, au clair de la lune. Universelle, la devise de la bonne chanson n'a pris aucune ride. C'est à nous maintenant de chanter, car un foyer où l'on chante est un foyer heureux. C'était Cahier de la bonne chanson, des airs d'hier qui résonnent encore aujourd'hui. Un texte de Geneviève Tessier et Marthe Léger, paru le 18 décembre 2025 dans BANQ. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 25 août. En 1768, le capitaine Cook appareille pour son premier voyage.
L'explorateur britannique James Cook quitte le port de Plymouth à bord de l'Endeavour pour son premier grand voyage d'exploration dans le Pacifique. Cette expédition scientifique et géographique le mènera notamment à cartographier les côtes de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie orientale. Cook ne rentrera en Angleterre que près de 3 ans plus tard. Ce voyage marque le début d'une carrière qui fera de lui l'un des plus grands explorateurs de l'histoire. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 25 août. La ligne de crête des aidants, un livre d'utilité publique pour une actualité brûlante. Un texte de Christelle Kay, paru le 15 juin 2026 dans Ombre et Lumière. Après avoir publié un témoignage sur la maladie de Charcot de son mari, Axel Hubert livre un ouvrage important sur le rôle des aidants. Avec « Si je ne peux plus marcher, je courrai ». Axel Hubert témoignait de son expérience auprès de son mari atteint de la maladie de Charcot et de son fils malade. Dans La ligne de crête des aidants, tenir sans se perdre, l'autrice trouve les mots justes pour indiquer aux aidants les appuis nécessaires et sensibiliser l'entourage afin qu'ils se mobilisent au mieux. Pour cette coach et thérapeute, se reconnaître aidant, c'est un acte de liberté. Demander de l'aide ou s'accorder du répit, c'est être courageux. Pour ce 3e livre, Axel Hubert propose un ouvrage dense et pragmatique, émaillé de témoignages, le sien et d'autres, de pistes de réflexion et de ressources. Le sujet d'une actualité brûlante, un livre d'utilité publique à glisser dans la valise estivale. Extrait. Comme il est rude d'être aidant, de côtoyer la souffrance de son proche. Épreuve d'autant plus dure que les aidants sont encore trop rarement aidés, malgré des avancées récentes et des prises de conscience. Rude comme un pic acéré à gravir, car l'ascension est raide et le fardeau est lourd. Certains jours, le sentier devient une ligne de crête. Info. La ligne de crête des aidants, tenir sans se perdre, par Axel Hubert, éditeur MAM, 253 pages. C'était La ligne de crête des aidants, un livre d'utilité publique sur une actualité brûlante. Un texte de Christelle Kay, paru le 15 juin 2026 dans Ombre et Lumière.